Bonjour Émilie, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le podcast du Dijaction. Donc on va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, et ensuite on va parler un petit peu de la conférence qui vient d'avoir lieu et les grands thèmes, les grands sujets que tu as pu en retirer ou que les auditeurs pourront en retirer. Donc pour commencer ce petit épisode, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais et tout ça ? Oui, merci beaucoup. Donc moi, je suis Émilie Passemard. Je travaille à la délégation ministérielle au numérique en santé auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention. D'accord. Donc la délégation, elle est chargée, comme son nom l'indique, du numérique en santé, c'est-à-dire de construire la stratégie de déploiement des outils numériques au service de la santé des personnes. D'accord, ok. Et donc quel était ton parcours avant d'en arriver là ? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce poste ? Alors moi, je suis juriste de formation. D'accord. Et je suis spécialisée sur les questions de protection des données personnelles depuis pas mal d'années. J'ai passé un certain nombre d'années à la CNIL, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, la Commission nationale informatique et liberté. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres parcours, toujours dans le public et toujours dans le droit du numérique. C'est vraiment ça qui m'a toujours guidée. Et dans les enjeux du numérique et dans les enjeux juridiques du numérique, je trouve que la santé présente aujourd'hui des enjeux majeurs à tout point de vue, notamment au niveau de la réutilisation des données, justement. Et c'est ce qui m'a amené à venir porter ma petite pierre au grand édifice du déploiement du numérique en santé. Et donc concrètement, comment se manifestent vos actions ? Alors, en pratique, on élabore une stratégie qui permet finalement de développer des outils numériques qui sont capables de communiquer entre eux et des outils à la fois au service des professionnels, évidemment, de santé, du secteur médico-social qui prennent en charge les patients, mais des outils aussi vis-à-vis des patients eux-mêmes ou des citoyens, c'est-à-dire des personnes avant qu'elles deviennent patients. En effet. Et puis des outils aussi tournés vers les industriels, les startups, les éditeurs de logiciels de gestion de cabinets médicaux, par exemple, qui sont aussi des acteurs majeurs pour permettre la circulation de ces données de santé de manière sécurisée, conforme à la réglementation. C'est aussi un enjeu évidemment majeur, un enjeu à la fois juridique et à la fois éthique. D'accord, donc vous développez en interne ces outils-là ? Alors non, on fait en sorte qu'ils puissent se déployer se développer, à l'exception de quelques grands systèmes d'information nationaux quand même. D'accord. Et donc le plus emblématique qui a été déployé cette année, c'est Mon Espace Santé, qui a été déployé donc sous la responsabilité de l'assurance maladie et du ministère de la Santé. Mais je dirais que c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire c'est un grand système national parce qu'on est sur un objectif de santé publique, équiper chaque citoyen, chaque personne d'un dossier médical, d'une messagerie sécurisée qui lui permette de dialoguer avec les médecins qui le suivent et aussi d'avoir un agenda et d'avoir un catalogue d'applications référencées dans cet espace. En revanche, pour tout le reste, je dirais, on fait en sorte que les startups, les industriels du secteur puissent déployer leurs outils aussi, qui viennent se raccorder, qui viennent par exemple se faire référencer dans le catalogue de services. D'accord. Mais on fait en sorte qu'ils puissent juste communiquer ensemble. Donc il y a un certain nombre de règles et de normes qu'on fixe pour que l'interopérabilité se fasse. D'accord, donc c'est vous qui posez ces règles-là. Okay. Exactement. Très très clair. Et bien justement, en parlant de start-up, on sait que des fois les idées naissent au sein de hackathons, comme le Dijaction sur lequel on est actuellement. Pour toi, quelle place tu donnerais justement à ce type d'événement dans un parcours d'innovation ? Alors, nous à la DNS, on est à fond pour ça justement. On est à fond pour soutenir aussi l'innovation. On a même une équipe dédiée à ça. Ok, d'accord, je savais pas. Puisqu'on porte aussi une stratégie d'accélération du numérique en santé, qui est là pour distribuer des fonds et financer des projets innovants. Okay. Donc, on est à fond aux côtés des startups et dans ces hackathons, nous, on regarde toujours. Alors parfois, on participe d'une manière ou d'une autre à certains, mais en tout cas on les regarde toujours avec un regard très positif parce que ça apporte des idées nouvelles et c'est finalement les industriels de demain qui naissent aussi dans ces hackathons. Et justement, comment on contacte la DNS ? Comment on vient travailler avec vous ? C'est vrai que c'est la grosse question, ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on... Par tous les moyens possibles, ça, y a pas de... c'est assez facile. Sur le site du ministère de la Santé, on est répertorié, vous pouvez m'écrire, on est tous sur LinkedIn.
D'accord. Donc il y a moi, Émilie Pasma, et en fait surtout là c'est parce que c'est moi aujourd'hui qui suis là, mais c'est Raphaël Beaufray et Lagariani qui représentent la DNS. D'accord. Donc vous pouvez me faire passer des messages, je leur ferai passer. Ils sont sur LinkedIn, ils sont partout. On est disponible, on est là et on est à l'écoute de tout l'écosystème. Donc vous par exemple, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui vont nous écouter, et justement qui pourraient être issus de Hackathon, qui veulent lancer le projet, qui ont peut-être même une startup déjà créée, déjà mature, ils vous contactent et ensuite après vous travaillez ensemble. Quand vous faites, comment ça se passe ensuite? La suite vraiment de manière concrète Alors, on peut travailler ensemble, on peut se rencontrer pour donner quelques grandes orientations, expliquer, mais après, ça passe beaucoup par des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt qui sont portés par la DNS. Et en fait, sur toutes ces questions-là, l'Agence du numérique en santé, avec qui on travaille, qui est un peu notre bras armé, qui s'occupe du déploiement sur le terrain, propose aussi une plateforme qui s'appelle Genius, qui permet pour le coup de les contacter, de les échanger. C'est plus eux qui font l'accompagnement terrain. Nous, on est plus dans la définition de la stratégie, mais enfin, on rencontre aussi évidemment. Donc c'est vous qui définissez les fameux appels à projets auxquels les entrepreneurs répondent. Ok, d'accord. Et donc, une question peut-être candide, ces appels à projets, ils se décident uniquement au niveau national ou des fois vous travaillez aussi au niveau européen, voire peut-être pas mondial, mais... Là, il y a des fonds européens, clairement, mais en revanche, la manière dont on va les accorder, dont on va les distribuer, ça se décide au niveau national. Voilà. L'Europe définit des grandes lignes et ensuite, au niveau national, on va plus préciser et orienter, en fonction aussi de la feuille de route du numérique en santé, les différents projets et les thématiques qui seront suivies. D'accord, ok, très très clair. On va parler maintenant un petit peu de la conférence qui vient d'avoir lieu, sur laquelle tu intervenais. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler le thème de la conférence et ensuite je te demander qu'est-ce que tu as pu en retirer, quels sont les grands éléments que tu en as retirés? Alors le thème de la conférence, c'était le numérique en santé, la révolution par l'usage ou par les usages. Donc moi, ce que j'en ai retiré, du moins la table ronde à laquelle je participais, on évoquait justement quels sont les usages de demain. Donc il est pas mal été question de l'utilisation des données médicales à des fins de recherche et parfois les difficultés qui pouvaient être liées à la qualité des données qui sont enregistrées dans les bases qui permettent des recherches, la difficulté de recruter des patients qui acceptent de participer à des recherches. Donc, moi, j'ai pu expliquer un petit peu en quoi, finalement, l'arrivée de mon espace santé révolutionnait un peu le paysage, en tout cas des usages, même si aujourd'hui, mon espace santé ne peut pas encore être utilisé à des fins de recherche, il va quand même rentrer dans les mœurs, en tout cas on l'espère vivement, on fait tout pour. Et demain peut-être il pourra être utilisé à des fins de recherche. Donc en tout cas aujourd'hui il sert déjà pour la prise en charge primaire, on va dire, du patient, pour le suivi de sa santé. Et demain, pourquoi pas des réutilisations qu'on appelle secondaires, notamment à des fins de recherche. Et dans cette table ronde, il a été aussi présenté l'encadrement en France aujourd'hui, de l'encadrement juridique et les règles qui s'appliquent un petit peu à demain je veux faire une recherche, quelles sont les contraintes juridiques qui sont les miennes. Il y en a quand même un certain nombre, mais en même temps c'est aussi une garantie de confiance pour le citoyen. Donc c'est en tout cas moi à mes yeux, avec aussi ma casquette protection des données personnelles, c'est indispensable si on veut développer les usages numériques que ces usages se fassent dans la conformité aux règles. Et la protection des données, elle est là aussi pour apporter de la confiance. C'est quelque chose de très important que tu dis là, parce que souvent on a... Je caricature, mais des entrepreneurs, des start-upers, ils veulent aller droit au but. Et souvent, c'est des thématiques qu'ils ont peut-être tendance à laisser de côté. Sauf que le jour où ils se retrouvent confrontés à ces thématiques-là, ça leur fait perdre beaucoup de temps. Donc ma question, c'est même pas une question, mais du coup, tu conseillerais vraiment aux entrepreneurs de s'intéresser à ces questions-là le plus tôt possible, le plus vite possible? Absolument, parce que c'est aussi un argument commercial que de dire, moi, je vous propose un outil qui est vertueux. C'est ce que tu vois aujourd'hui quand les startups veulent bosser avec des hôpitaux, du coup, c'est un argument qu'ils peuvent manifester. Absolument. C'est comme l'argument de on est éco-responsable, on protège les données personnelles. Je pense que c'est un argument aussi fort. Maintenant, c'est complètement fort. Complètement. Très, très clair. Et peut-être une dernière petite question. Voilà, quel
conseils concrets tu donnerais là, aux porteurs de projets qui vont commencer le Dijaction ce soir là, on va donner le go là, à 18h. Quels conseils tu leur donnerais pour bien mener leur projet, pour bien mener leur week-end et puis pour finir le week-end avec plein d'idées qui peut-être justement un jour viendront toquer à la porte de la DNS pour... Alors moi je pense que le conseil que je leur donnerais d'abord c'est au stade du Dijaction et dans cette démarche-là, ne pas s'embarrasser des aspects juridiques et des contraintes. Parce que je pense que pour la réflexion, pour que jaillisse la lumière, il faut n'avoir aucune limite. D'accord. Il faut que tout ça jaillisse, qu'il y ait beaucoup d'idées qui surgissent et ensuite on voit comment on peut, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais je pense que justement là, il faut s'affranchir de tout ça. Ah, mais j'aime bien, du coup c'est très pragmatique parce que du coup tu vas pas défendre totalement du coup ton bout de terrain, mais du coup c'est vrai que du coup du chaos entre guillemets on fait jaillir quelque chose et ensuite par contre tout de suite aller se confronter ensuite on regarde qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, etc. Mais il faut pas s'interdire de réfléchir et il faut pousser les limites. En dehors de la boîte, ouais. Et voilà, exactement, penser en dehors de la boîte. Et peut-être la dernière question que j'ai beaucoup posée cet après-midi à mes invités, est-ce qu'il y a un sujet particulier, un domaine de la santé sur lequel tu aimerais voir arriver des innovations. Donc que ça soit des innovations médicales ou ça peut être des innovations d'usage, comme on vient de le dire, avec ce que peut faire la DNS. Voilà, est-ce qu'il y a une chose, une idée peut-être que tu aimerais un jour voir matérialiser, ou peut-être toi, une start-up peut-être qu'un jour tu voudrais créer? Alors moi, une start-up que je voudrais créer, non, je crois que c'est pas, malheureusement, j'ai pas assez d'imagination pour ça. En revanche, une innovation, une idée nouvelle, il y en a tellement. Enfin, moi, je suis déjà bluffée par tout ce que je vois au quotidien, toutes les idées nouvelles. Donc, je pense qu'il faut surtout aller dans toutes les directions possibles et encore une fois, ne rien s'interdire pour tout imaginer, même des choses complètement incroyables. Et encore une fois, après, on voit si, sur le plan éthique, sur le plan juridique, sur le plan de la protection des données personnelles, c'est faisable et jusqu'où on peut aller. Mais je pense qu'il faut essayer de s'affranchir de ça. En France, on a parfois du mal, en fait. On est quand même enfermé dans des carcans un peu. Et j'espère que votre hackathon arrivera à se libérer de tout ça. Et si vous y arrivez, il y aura forcément des choses des belles idées qui vont un peu révolutionnaires même. Mais c'est très bien. On parlait tout à l'heure d'évolutions qui deviennent des révolutions. Pourquoi pas ce week-end? C'est un super mot de la fin, des évolutions qui deviennent des révolutions. Merci beaucoup, Émilie, d'être passée sur ce podcast. Et puis, on va continuer à regarder avec attention ce que fait la DNS. Et puis, on espère que vous pourrez accompagner le plus de projets possible. Et en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.